Salut à tous, bienvenue sur Hawk Invest. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier, plus spécifiquement de SCPI. Si vous avez été sur notre compte dernièrement, vous avez vu que nous avons publié plusieurs publications sur ce sujet, qui est d'ailleurs très intéressant. On en a fait un guide dédié, donc on vous invite à y aller. Ces publications étaient en collaboration avec la société Quorum l'Épargne. Nous sommes dans les bureaux actuellement donc, de cette entreprise et nous sommes avec Philippe Servézy, directeur de l'immobilier chez Quorum l'Épargne. Salut Philippe. Salut. Est-ce que dans un premier temps, donc peut-être tu pourrais te présenter ce que tu fais au sein de l'entreprise, et puis après on abordera justement le sujet des SCPI pour les gens qui t'en regardent. Donc moi je suis en charge de l'immobilier, ça veut dire qu'aujourd'hui je supervise toute la chaîne immobilière chez Quorum, donc ça va de l'investissement à la gestion immobilière, en passant par ce qu'on appelle le fund management, qui est en fait la gestion de la performance de nos fonds. Alors peut-être on va directement plonger dans le sujet. Pour les personnes qui nous regardent, on va donc faire un focus sur la SCPI. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est une SCPI pour les gens qui n'ont pas encore vu les publications qu'on a faites? Bien sûr, une SCPI c'est un placement qui permet de faire fructifier son épargne, d'avoir un complément de revenu. Je dirais que c'est finalement un véhicule qui permet d'avoir les avantages de l'immobilier sans ses inconvénients. Si on prend l'exemple de gens qui vont parfois vouloir faire ce qu'on appelle de l'immobilier en direct, acheter un appartement, ça va venir avec des avantages, bien sûr, parfois recevoir un loyer, et puis des inconvénients. Vous pouvez avoir un locataire qui vous appelle en disant j'ai eu une fuite d'eau, il faut intervenir, etc., etc. Et puis il faut avoir des locataires qui payent, ce genre de choses. La SCPI, elle vous permet à la fois d'avoir quelqu'un qui gère pour vous, c'est le cas par exemple de Quorum l'Épargne, et d'être diversifié, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas d'un seul ou de deux appartements parisiens ou ailleurs en France, mais vous pouvez avoir plusieurs immeubles, plusieurs classes d'actifs, donc vous pouvez avoir du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la logistique, et ça peut être également diversifié géographiquement en France ou en Europe. Ok, très bien. Donc là, je vois vraiment beaucoup de sujets à aborder, notamment les risques, la diversification géographique. Peut-être juste pour remettre en contexte, j'ai pris quelques chiffres. Donc en 2021, les SCPI, c'est 80 milliards de gestion, Sous gestion, oui, tout sous à fait. gestion. Il y a 38 acteurs régulés en France en 2021. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais Je pense qu'il y en a eu même des nouveaux en 2022, donc je pense qu'aujourd'hui on doit se rapprocher des 50. D'accord, ok. Donc ça a bien évolué pour le coup. Peut-être petite question avant tout, Quorum l'Épargne, donc vous faites partie de ces 50 sociétés qui sont régulées par l'AMF. Qu'est-ce qui fait votre force par rapport à ce marché justement de 50 et de 80 milliards de gestion? Alors je dirais que le premier élément important qui nous différencie des autres, c'est qu'on a un angle qui est très axé sur la performance. Quand vous lancez un nouveau véhicule, ça s'applique au SCPI et à l'immobilier, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres classes d'actifs. La première chose qui va être importante, c'est d'avoir des clients, c'est de recevoir de l'argent pour pouvoir ensuite l'investir dans vos solutions. Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, si personne vous suit et que vous n'avez pas d'argent, malheureusement, vous ne pourrez jamais les mettre en place. Le problème, enfin je dirais le piège de cette chose-là, c'est que vous pouvez avoir tendance à aborder des thèmes du moment, un peu à la mode, un peu marketing, et à oublier la deuxième partie, qui est finalement la partie la plus difficile et la plus importante, qui est la gestion. Je vous donne un exemple. Dans le contexte actuel, sur les 5, 6, 7 dernières années, on a vu énormément de SCPI se lancer sur des thèmes très particuliers, le Grand Paris, des thèmes très liés à l'ESG, à l'environnement, etc. Évidemment, ça amène beaucoup de clients parce que ce sont des thèmes qui parlent à tout le monde. On a eu l'exemple de la santé également récemment. Le problème, c'est que derrière, vous avez parfois un afflux d'argent très important et en fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes tiré une balle dans le pied en rédigeant vos statuts puisque vous avez limité votre univers d'investissement. Vous avez dit, je vais investir uniquement dans la santé. Vous recevez beaucoup d'argent, donc jusque-là, tout va bien. Mais au moment où vous devez l'investir et le gérer, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas tant d'immeubles que ça, dédiés uniquement à la santé, et ça devient difficile. Nous, on a une vision complètement opposée qui consistait à dire, on va être diversifié. Et la seule promesse qu'on va faire à nos clients, c'est une promesse de performance. Et c'était le lancement de notre plus grosse SCPI qui s'appelle Quorum Origine, où on a dit, on va investir partout en zone euro, en fonction des cycles immobiliers, mais j'y reviendrai. On va investir dans domaine d'activité. Exactement, dans toutes les classes d'actifs. Donc on pourrait faire du bureau, du commerce, tout sauf du résidentiel. Là aussi, j'y reviendrai. Et la promesse qu'on vous fait, c'est une performance, c'est 6% par an. Donc c'était un angle un petit peu différenciant. On n'avait pas une logique, je dirais, très marketing. On avait vraiment une logique de performance et de diversification.
parce qu'on était convaincus que pour bien faire notre métier, et là je parle du métier vraiment de gestionnaire, il fallait être diversifié pour ne pas subir les cycles immobiliers et pas être dépendant du marché des bureaux, du marché de la santé, du marché français, du marché allemand, etc. D'accord. Et donc là, on parle d'immobilier plutôt commercial. Tout à fait. Pourquoi ce choix de s'orienter dans l'immobilier commercial et est-ce que c'est possible d'avoir des SCPI dans le résidentiel? Tout à fait. Et si oui, pourquoi ce choix justement de s'orienter vers l'immobilier commercial? Est-ce que la SCPI capte une partie des rendements justement de ces commerces en question? Est-ce que je sais pas, les baux sont plus simples à gérer? Quelle est cette démarche justement? Alors il y a plusieurs raisons. Alors déjà, oui, il y a des SCPI qui font du résidentiel, et uniquement du résidentiel. Elles ont fait ce choix-là, et certaines d'ailleurs fonctionnent très bien. Pourquoi est-ce que nous, on s'est tourné vers l'immobilier, comme tu dis, commercial, qui comprend donc les bureaux, l'hôtellerie, le commerce, la logistique, la santé, etc. Le résidentiel, pour nous, dans notre approche, il avait deux défauts majeurs. Le premier, c'est les taux de rendement. Le taux de rendement du résidentiel en France, en moyenne, c'est, alors je ne parle même pas du parisien qui est autour de 2%, Ouais. mais même si on prend globalement en France, si on atteint 3, 3,5 ou 4%, c'est déjà assez élevé. Ok. Donc il y avait cette première barrière. Mais la plus grosse barrière pour nous, c'était la gestion. Il y a quelque chose qui est très important chez Quorum depuis le début, c'est que la gestion immobilière, ce qu'on appelle en anglais l'asset management, on le fait en interne. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont chez nous, des collaborateurs qui travaillent chez nous depuis longtemps, qui parlent en direct à nos locataires. Ok. Ça, c'est assez... Alors, c'est pas facile à faire, mais c'est beaucoup plus simple à faire avec de l'immobilier commercial où on va commencer à acheter des immeubles en moyenne à partir d'un volume de 5-6 millions d'euros. Sur du résidentiel où tu vas acheter en moyenne des appartements entre 150 et 300 ou 400 000 euros, ça va extrêmement vite, c'est-à-dire que ton nombre de locataires grossit très très vite et ça devient compliqué d'avoir une relation intuitu personnelle avec ton locataire. Donc tu vas souvent devoir gérer via un gestionnaire local et tu vas avoir un intermédiaire entre toi et ton locataire. Ce qui peut rendre le dialogue plus difficile. On parlera, j'en suis certain, plus tard, notamment du Covid, qui a été un moment très important pour l'interface que tu avais avec ton locataire, la relation que tu avais avec lui. C'est beaucoup plus difficile dans le résidentiel de gérer ce genre de moment. Sans compter que, évidemment, et c'est un troisième point important, ta contrepartie n'est pas la même. Quand tu signes un bail dans un bureau avec un gros corporate, je ne sais pas, L'Oréal par exemple, tu n'as pas la même contrepartie pour payer tes loyers, qui à la fin est le dividende que tu verses à tes clients, que Monsieur X qui vit à Vesoul et qui peut parfois avoir des moments compliqués pour payer son loyer. Exactement. Justement, je voudrais aborder les risques par rapport à ça, mais peut-être avant, juste revenir sur un point intéressant sur lequel tu t'es appuyé. Moi, ce que j'aimerais bien souligner justement, c'est que nous, on s'adresse à une audience qui est assez jeune en général. Donc 90% de notre audience a entre 18 et 35 ans. On sait que l'immobilier, c'est compliqué, quand on a l'âge là, en tout cas. Et quand on sait, donc là j'ai des petites notes, mais l'immobilier, ça représente 60% du patrimoine des Français en général, donc ce qui est énorme. Cependant, en fait, les jeunes qui veulent accéder à l'immobilier ont quelques difficultés, surtout avec un contexte actuel, avec des taux qui montent, avec des taux d'usure qui montent également. L'accès au crédit, les banques qui donnent beaucoup moins de prêts qu'avant. Moi, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'en fait, les SCPI permettent indirectement donc, de s'exposer à l'immobilier avec un ticket d'entrée qui est plutôt faible et en plus de diversifier, comme tu le disais, géographiquement ou sectoriellement son exposition. Est-ce que tu aurais juste un petit mot peut-être à rajouter sur la diversification géographique que vous faites chez Quorum? Si vous avez une stratégie spécifique, zone euro, hors zone euro, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Bien sûr, ouais. Alors déjà, tu as tout à fait raison, l'immobilier c'est quelque chose d'important historiquement chez les Français. On a tous grandi, je pense, avec une éducation qui consistait à dire, voilà, il faut acheter son appartement, c'est important, l'immobilier est toujours monté, et voilà. Et ça a été vrai dans le passé, et peut-être que ce sera encore vrai aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure où on se parle, là on est en juin 2023, quand on est jeune et qu'on a grandi avec ce modèle-là, bah, c'est un moment un peu compliqué parce qu'on va taper à la porte de sa banque et on a des taux qui sont très élevés par rapport à il y a quelques mois, même pas un an. Et forcément, je comprends qu'on se pose des questions en se disant bah, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller acheter ma résidence principale aujourd'hui dans le contexte actuel avec des taux très, très élevés et avec un apport qu'on me demande parfois qui est important. Et effectivement, les SCPI, c'est une autre vision qui consiste à dire bah, plutôt qu'aujourd'hui aller m'exposer avec un taux d'intérêt élevé, est-ce que je ne vais pas utiliser mon épargne pour la faire fructifier autrement
Et c'est très important dans le contexte actuel de faire fructifier son épargne, puisqu'on entend beaucoup le mot inflation depuis maintenant plusieurs années. Et dans le contexte actuel, avec une inflation qui était proche qui dépassait les 5,5% en France en 2022, il ne faut pas garder son argent à la banque, il faut aujourd'hui effectivement contrecarrer cette inflation et trouver les placements adéquats. Et quand on ne connaît pas l'immobilier, on regarde les SCPI et on ne comprend pas trop, c'est pas toujours très clair, il y a beaucoup d'articles de presse. Ce que je peux dire, moi, sur les SCPI aujourd'hui, et principalement sur les nôtres, parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est qu'effectivement, déjà, c'est un placement long terme, il y a des frais qui sont importants, c'est un point important, il ne faut pas se placer que sur les frais. On a des SCPI qui sont apparus récemment, qui se présentent comme sans frais de souscription. Attention à ce genre de piège. C'est des SCPI qui en général prennent des frais de gestion largement plus élevés que le marché et qui vont prendre des frais annexes qui sont un peu cachés, notamment sur des travaux, sur les investissements, qui reviennent en fait à des frais de souscription. Ok. Donc il ne faut pas se fier uniquement à cela. Attention au rendement. On voit des rendements qui évoluent. Alors effectivement, une SCPI qui génère du 4% dans le contexte actuel, oui, ce ne serait pas très intéressant parce que vous êtes inférieur à l'inflation. Et ensuite, sur les SCPI qui vont générer plutôt des rendements assez élevés, disons entre plus de 5%, 5,5%, 6, 6,5%, il y a plusieurs éléments à regarder. Il va falloir regarder dans un premier temps depuis combien de temps elle existe, ce qu'on appelle sa capitalisation. C'est beaucoup plus facile de générer du rendement sur une SCPI qui fait moins de 500 millions d'euros que sur une SCPI qui a passé ce palier-là. Parce que sur moins de 500 millions d'euros, on va dire qu'il y a moins d'immeubles. On bénéficie de quelque chose d'un peu technique qui s'appelle la relution, c'est-à-dire qu'on est encore sur des petits volumes, donc dès qu'on investit rapidement, on va avoir en fait une sorte, l'équivalent d'un effet de levier en fait, qui va pousser le rendement, mais c'est quelque chose d'artificiel qui va s'estomper avec le temps, donc il faut faire aussi attention à ça. Et ensuite, il faut regarder la stratégie globale. Et la stratégie globale, il y a notamment la diversification. Certaines SCPI vont être exposées à une seule classe d'actifs. Elles vont dire je vais faire que du bureau, que du commerce, que de la logistique. On en parlait tout à l'heure qui était très à la mode. Et on pense notamment aux SCPI de bureau qui ont subi le Covid Alors effectivement, de plein fouet. alors, il y a les SCPI de bureau qui ont acheté beaucoup de bureaux dans les années précédentes dans un contexte où l'immobilier montait beaucoup, donc on payait un peu cher. Mais il faut faire de façon générale, en tout cas c'est mon opinion, très attention aux SCPI que je vais qualifier de non diversifiées, donc monovalentes sur une seule classe d'actifs. L'immobilier, par définition, c'est cyclique, comme tout. Les actions, les obligations, vous avez toujours des cycles. On a parfois entendu, je parlais de l'accession à la propriété, on a parfois entendu, je pense quand on est jeune, des parents ou des grands-parents dire l'immobilier c'est facile à appréhender, il faut juste regarder la localisation, la localisation, la localisation. Selon moi, ça c'est complètement faux. Ok. C'est complètement faux parce que finalement l'immobilier c'est juste, comme les actions, comme les obligations, comme plein de placements, c'est une prime de risque par rapport au taux d'intérêt. Je te donne un exemple concret, on est dans un immeuble, là dans le quartier central des affaires à Paris, dans nos bureaux. Cet immeuble-là, imaginons que tu veuilles l'acheter demain. Si tu l'achetais dans le contexte de, disons, 2019, donc mettons-nous avant le Covid, où on avait des taux d'intérêt très très bas, tu l'achèterais extrêmement cher. Parce que le raisonnement du vendeur, ce serait de dire, bah, écoute, l'argent coûte moins de 1%, donc moi je vais te vendre mon immeuble sur un taux de rendement très bas de 2,5% ou 3%. Ce chiffre, qu'on appelle le rendement, c'est un calcul très simple, c'est combien te rapporte le loyer annuel de l'immeuble, et tu le divises par le prix. Si tu achètes à 3%, le calcul est très simple, il te faudra 33 ans pour te rembourser. Voilà. À l'inverse, si tu te positionnais sur cet immeuble-là, disons en 2009, juste après la crise des subprimes, donc, où les taux d'intérêt étaient remontés énormément à 4 ou 5%, tu pourrais l'acheter probablement au-dessus de 5%. Ça veut dire qu'au lieu de te rembourser en 33 ans, ce qui est un peu long, eh ben, tu pourrais te rembourser en à peu près une vingtaine d'années. C'est quand même plus intéressant. Et du coup, tu ne fais pas du tout la même affaire. Ça veut dire que, disons que tu le payes, ce que tu payais 200 millions en 2009-2010, tu vas plutôt le payer plus de 400 aujourd'hui. Et tu achètes le même immeuble. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant avec l'immobilier. C'est cyclique. C'est cyclique au niveau des classes d'actifs. Donc, c'est vrai pour le bureau, mais ce que je viens de te dire s'applique à la logistique. Hein. La logistique que tu achetais extrêmement peu cher entre 2010 et 2016 et qui a connu un énorme engouement avec l'essor du e-commerce. On atteint des valorisations énormes. Et puis il y a la diversification géographique. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a des pays où il y a plus d'argent qui circule et où c'est plus cher. Bah, la France, l'Allemagne, sans surprise, sont des pays très chers, historiquement, sur les dernières années, et qui, aujourd'hui, restent beaucoup plus chers, dans le contexte inflationniste dont on va parler, je suis sûr, que d'autres pays qui ont tendance à bouger plus vite. L'Angleterre, par exemple, depuis le Brexit, bénéficie d'une fenêtre de tir qui est assez intéressante, parce que les immeubles ont plutôt baissé, il y a moins d'acheteurs,
puisqu'on n'est plus en euros, donc forcément tous les acheteurs qui ne voulaient pas s'exposer à la devise sont sortis du marché, et là ça devient intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la sélection des biens, donc tu en parlais si bien. En fait, on parle d'effets cycliques, de toutes ces choses. Comment vous, chez Quorum, vous arrivez à vous positionner pour sélectionner les biens et quelles sont vos méthodes? Je veux juste peut-être passer sur un tout petit truc un petit peu avant où tu parlais de rendement. Est-ce que ces rendements, quand on va sélectionner une SCPI, sont publics? Tout à fait. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le TRI Alors, sur les… ça s'appelle en SCPI, c'est pas le TRI, c'est ce qu'on appelle, alors nous on l'appelle le dividende, mais quand on le voit en général dans la presse, il va avoir différents noms. Certains vont l'appeler rendement, certains vont l'appeler taux de distribution. Ah d'accord, ok. Voilà, mais c'est finalement la somme de tout ce qui aura été touché par le client pendant l'année, Ok. rapporté au prix de la part. Ok. Donc en fait, pour résumer, c'est ce que lui a rapporté son épargne au cours de l'année. Ok. Ok, très bien. Bah, en fait, ça, c'est un facteur. On le reprendra dans la fin de la vidéo. On essayera d'expliquer comment sélectionner une bonne SCPI. C'est un facteur qu'on reprendra. Donc, repassons sur la sélection géographique. Comment, chez Quorum, vous faites pour justement orienter une bonne sélection et juste comment vous faites pour choisir vos biens? Ouais, alors c'est une question intéressante parce que quand on pose la question à beaucoup de gérants, la réponse, elle va être parfois un petit peu, je ne vais pas dire langue de bois, mais un peu stéréotypée en disant, bah voilà, dans le contexte actuel, moi, je veux des immeubles très bien placés parce que c'est les plus résilients, qui répondent aux nouvelles normes ESG et avec un bon locataire. Ça va être la réponse classique. Sauf que le problème, c'est qu'on oublie quelque chose de majeur, le prix, qui est essentiel parce qu'on parlait du rendement, finalement, le rendement découle du prix qu'on va payer. Et il y a un autre gros sujet sur les SCPI, c'est la valeur, et dans l'immobilier en général. C'est-à-dire que, comme je l'illustrais quand je parlais de l'immeuble dans lequel on est, on peut acheter le même immeuble, mais pas du tout faire la même affaire. Donc chez nous, la chose la plus importante dans la sélection des biens, c'est évidemment, on va regarder les fondamentaux de l'immeuble. De quand date-t-il? Quels travaux ont été faits? Depuis quand le locataire est là? Pourquoi le locataire est là? Ça, c'est très important. Il faut vraiment se poser cette question-là. Ouais. Pourquoi le locataire, via son activité, il a besoin d'être là? Encore une belle force par rapport au fait que en fait, l'immobilier commercial va être justement peut-être plus décisif dans vos critères de sélection que si c'était de l'immobilier locatif classique. Résidentiel, oui, bien sûr, Pardon. exactement, où les gens vont avoir tendance parfois Ouais, à bouger pour des raisons où il est absolument assez dur personnelles. de sonder pourquoi les gens sont là. Et… Ça nous est arrivé d'acheter des immeubles parfois dans des zones que je qualifierais de secondaires, pas en centre-ville, mais on avait une vraie logique derrière ça en se disant voilà, pourquoi est-ce qu'on achète ça? Le locataire, il a toujours été là. Le président de la société, il habite à 2 minutes à côté. Et la société détient toutes les parcelles autour si jamais elle veut s'agrandir. Là, oui, on considère qu'on a un faisceau d'indices qui nous fait penser qu'on a un locataire qui est là pour longtemps. Et au-delà de ça, en général, il va signer un bail très long de 10 ans ou de 15 ans ferme. Donc ça, c'est des points très importants. Ensuite, il y a un autre point qui est absolument essentiel, c'est combien coûte cet immeuble aujourd'hui? Quelle est selon moi sa vraie valeur? Ouais, ok. Parce que en fonction, c'est ce que je disais, du coût de l'argent et des taux d'intérêt, la valeur, elle fluctue dans le temps. En fonction, je dirais, de l'effet de mode qu'on a sur certaines classes d'actifs. Le bureau, entre 2015 et 2020, ce n'est pas la même chose. Pareil sur le commerce. Nous, quand on a lancé Quorum Origine, le commerce, c'était la classe d'actifs la plus recherchée. Tout le monde voulait avoir son commerce sur les Champs-Élysées, par exemple. Et puis le Covid est arrivé et on s'est rendu compte que les investisseurs en sont un peu sortis pour repartir sur de la logistique, de la santé, des classes d'actifs un peu différentes. Donc il faut être très méfiant vis-à-vis de ces effets de mode. Nous, on a tendance à être un peu contrariant sur ça. Par exemple, on a acheté beaucoup de commerces après le Covid parce qu'on trouve que les marchés surréagissent. Et après le Covid, on a trouvé qu'il y avait des commerces qui étaient devenus des actifs beaucoup plus sains qu'avant, avec notamment des loyers qui avaient baissé sensiblement, qui avaient parfois été divisés par deux. On venait d'un marché malsain, où on avait des sociétés qui voulaient avoir ce qu'on appelle, je suis désolé, c'est un anglicisme, mais un flagship dans un très bel endroit, place de la Madeleine ou sur les Champs-Élysées, qui se retrouvaient à payer des loyers complètement décorrélés de la réalité. Et en fait, c'est des magasins qui perdaient de l'argent, mais le locataire voulait être là pour montrer qu'il était là. Ouais. Et suite au Covid, effectivement, ils ont été rattrapés par la réalité économique. Les loyers ont baissé parfois de 50%. Et là, pour le coup, oui, ça redevenait extrêmement intéressant de se positionner sur ces immeubles-là. Et nous, on a un peu cette logique que je vais qualifier d'opportuniste, de contre-cyclique, sur pas mal de typologies d'immeubles. On nous a reproché, entre 2014 et 2016, d'acheter beaucoup de logistique. On en avait 20 ou 25% dans le portefeuille. Okay. Et à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas très cher. Mais nous, on aimait bien parce qu'on avait souvent des baux très très longs, des locataires plutôt intéressants, qui payaient très bien le loyer. Et quand la logistique est devenue un peu
à la mode, on va dire ça comme ça, trendy, entre 2020 et 2022, on en a beaucoup vendu, avec beaucoup de plus-value à la clé. Et c'est aussi ça, l'immobilier, c'est aussi savoir saisir un peu les cycles, essayer de les anticiper au maximum et pas mettre trop d'affect, être assez pragmatique et être capable de vendre les immeubles que tout le monde veut à ce moment-là. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on en tirera le meilleur prix. Ok, très bien. Donc on parlait un peu de la période post-Covid, donc les opportunités que vous avez réussi à prendre. J'aimerais bien qu'on plonge dans la période du Covid en elle-même. Comment, bon souvenir. comment vous avez géré ça? Parce que j'imagine que le business des SCPI est un business qui a été très impacté par cette période du Covid. Comment vous avez réussi d'un côté à rassurer vos épargnants et de l'autre à réussir à garder une certaine stabilité dans les biens que vous aviez, gérer peut-être aussi les problèmes, je ne sais pas, vous avez certainement eu des problèmes en interne, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé et comment vous avez réussi peut-être à trouver des opportunités dans cette période. Alors il y a trois choses importantes dans ta question, je dirais, c'est la gestion immobilière tout simplement, la relation avec nos locataires, la communication avec nos clients, et puis l'interne, c'est-à-dire au niveau de la société. Je vais commencer par la gestion. Je dirais qu'il y a deux choses très importantes, on en a parlé et on y revient, c'est la diversification. Si tu étais exposé que sur du commerce ou que sur de l'hôtellerie, et c'est le cas de beaucoup de SCPI, je pense que le Covid, ça a été un cauchemar. Ensuite, tu as le cadre législatif. Si tu étais investi qu'en France, où la France, on va dire que c'est un marché qui est très favorable aux locataires, avec des baux généralement plus courts, et un cadre législatif pas très favorable, c'était très difficile. Nous, sur certains de nos fonds, on a un fonds qui s'appelle Quorum XL, qui est exposé en zone euro et hors zone euro, y compris aux devises, qui est exposé à 50% au Royaume-Uni. Ça a été, je pense, le fonds le plus résilient sur la période du Covid-19. Pas que chez nous, mais au global. Pourquoi? Parce qu'au Royaume-Uni, le cadre législatif est tellement favorable aux propriétaires qu'on n'a même pas reçu de demande de tous nos locataires au Royaume-Uni. Ensuite, l'autre chose qui nous a permis de bien gérer cette période, et je l'évoquais aussi en début de discussion, c'est qu'on fait toute notre gestion immobilière en interne. On a des bureaux partout en Europe, avec des locaux sur place qui gèrent les immeubles, qui sont en relation au quotidien avec nos locataires. Ça te permet d'anticiper. C'est-à-dire que quand moi j'ai une discussion avec mes équipes, par exemple aux Pays-Bas, j'ai un locataire aux Pays-Bas qui me dit je veux ne plus payer le loyer pendant 6 mois ou je m'en vais, et que mon équipe me dit on est allé le voir il y a 3 semaines, il vient d'investir 1 million d'euros dans son immeuble, je sais que mon locataire il bluffe. Et qu'il ne partira pas parce qu'il vient d'investir. Et le fait d'avoir cette gestion en direct, ça nous a permis d'être très forts dans la discussion avec nos locataires. Alors évidemment, on a fait un tri et tu ne réagis pas de la même façon selon que la personne qui vient de voir, c'est une très très grosse entreprise du CAC 40 ou une plus petite société qui a vraiment besoin d'un accompagnement. Mais globalement, financièrement, on a gardé des performances très bonnes parce qu'on a eu un dialogue constant avec nos locataires, qu'on a pu anticiper les demandes et aussi parce que la notation, on va dire, crédit de nos locataires, leur capacité à payer le loyer, c'est quelque chose qui, pour nous, dans la sélection des biens, est très importante et depuis bien avant la période Covid, puisqu'on a une équipe en interne qui est dédiée à cette analyse crédit et cette équipe, on l'a depuis 2016. Donc ça fait très longtemps qu'on regarde la capacité de nos locataires à payer sur le long terme. Sur le deuxième volet qui est plus la communication avec nos clients, on a pensé que c'était effectivement très important de maintenir le dialogue. Parce que si tu ne communiques pas, tu crées de l'inquiétude. Donc on a mis en place un peu sur ce format-là des webinaires, avec notamment Frédéric Puzin qui est le fondateur et moi, où on communiquait régulièrement avec nos clients et on répondait à toutes les questions. Je pense vraiment sans langue de bois, qui est un peu aussi notre marque de fabrique, très clairement en disant les choses, on a une réunion quotidienne avec nos équipes immobilières où on échange sur les demandes des locataires, ce qu'on est prêt à écouter, ce qu'on rejette, l'impact financier et on prend des décisions et on essayait d'expliquer pourquoi on était peut-être plus protégé que les autres via la diversification. Et l'autre point que tu mentionnais qui est important, c'est qu'on a effectivement aussi saisi ces opportunités, puisque comme tu t'en doutes, on a eu des gens qui ont eu des difficultés, des vendeurs qui ont été obligés de vendre. J'ai un exemple qui me vient en tête, on s'est retrouvé en fait à acheter des commerces aux Pays-Bas, qui étaient beaucoup trop chers pour nous avant, mais on avait un acheteur en fait qui s'était engagé à les acheter, qui avait signé une promesse de vente, qui n'a pas eu son financement parce que le Covid-19 est arrivé et qui avait besoin en urgence d'un acheteur. Lui, il achetait plus de 20 millions d'euros et on s'est retrouvé à acheter ça pour 14 millions. Donc lui, il a perdu de l'argent dans l'histoire, mais il avait un besoin urgent. Nous, on avait de l'argent grâce à la collecte, grâce à nos épargnants, qui nous a permis de nous positionner très vite et de faire effectivement quelques bonnes affaires. Et le dernier point que tu mentionnais qui était aussi très intéressant, c'est l'interne. On est une société, je pense, avec une ADN très forte, avec une moyenne d'âge qui est assez jeune. Je pense que la moyenne d'âge chez Quorum, c'est 33-34 ans aujourd'hui. Et on était, au moment du Covid, et c'est toujours le cas, une société en croissance.
Donc ça veut dire qu'on a plein de gens qui sont arrivés, par exemple, et ils en parlent encore aujourd'hui, le 16 mars 2020, donc le jour du confinement. Donc on avait pas mal d'enjeux. Voilà, on avait pas mal d'enjeux, des enjeux d'intégration. Et puis ensuite, on avait un enjeu d'ADN, parce que quand tu viens ici dans les bureaux, que tu croises les gens, il y a une sorte d'émulation, il y a quelque chose, il y a une énergie en fait qui ressort. Mais ça, tu l'as plus quand tu es devant ton écran. Donc il fallait des réunions régulières sur Teams pour que chacun puisse adhérer à la méthode de travail. Il fallait former les gens aussi, passer du temps. Et c'était dur et en même temps, c'était passionnant parce qu'on avait des gens qui nous rejoignaient et pour qui parfois finalement c'était quand même une bonne surprise parce qu'ils arrivaient dans un contexte difficile et on essayait de les intégrer au maximum, on essayait d'échanger vraiment avec eux sur la méthode de travail, ce qu'on attendait d'eux, ce qui se passait dans l'entreprise, le développement. Et puis on a fait un choix fort, c'est qu'on a continué à se développer. On n'a pas, comme par rapport à beaucoup d'entreprises, gelé les recrutements, etc. On savait qu'on était dans une phase de croissance et on a continué à se développer, on a continué à embaucher et je pense que c'était plutôt un bon choix puisqu'on a eu de la croissance sur les années suivantes. Vous êtes transparent sur les chiffres que vous avez fait sur les rendements pendant le Covid? Je pense qu'on est les plus transparents à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, on publie évidemment nos rendements de façon régulière, mais au-delà de ça, on est les seuls, je crois, ou quasiment les seuls aujourd'hui, à communiquer sur les taux de rendement de toutes nos acquisitions. Ça veut dire que quand tu es souscripteur chez Quorum, quand tu es client, dès qu'il y a une acquisition et qu'elle est publiée, donc on a notamment trimestriellement des bulletins d'information dans lesquels on explique ce qu'on fait, notre stratégie, etc. Tu as systématiquement le prix, le taux de rendement, le locataire. Donc tu sais vraiment où ton argent est placé. Tu peux te dire, là, avec mon argent, ils ont acheté un immeuble en Italie, un commerce en Espagne, de la logistique aux Pays-Bas, etc. Ok. Et on parle de plus de 100 000 épargnants, hein, si je me... Tout à fait, oui. On a passé la barre des 100 000 épargnants fin 2022 et je pense qu'on doit être proche des 115 000 aujourd'hui. Ok, très bien. Alors on en parlait un peu pendant toute la durée de la vidéo jusqu'ici, l'inflation, le mot qui fait peur à tout le monde, qui fait trembler les marchés, que ce soit boursier, crypto, immobilier, peu importe. L'inflation, donc c'est un sujet qui est réel, dans votre métier également. Tout à fait. En gros là, elle est en train de baisser actuellement. On est en train de tourner la vidéo début juin. On est à 6,1% sur la zone euro en mai annualisé. On était à 7% le mois dernier. Donc on est en train d'avoir une tendance un peu baissière. On avait un pic en novembre à 10,1%. Cette inflation, vous avez évidemment dû l'intégrer à votre stratégie. Comment vous faites pour gérer cette inflation, tant sur vos clients, les personnes qui louent vos locaux? Comment elle est intégrée justement à votre système de marche? En fait, effectivement, l'inflation, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et quand on parle d'inflation, je pense que la chose la plus importante, c'est de comprendre les conséquences de cette inflation. Parce qu'elle en a plusieurs. La première, c'est sur la valeur des biens immobiliers. Et je pense que c'est celle qui a généré le plus d'inquiétude. Il y a eu beaucoup d'articles de presse récemment sur les SCPI où on se dit comment elles vont gérer l'inflation, etc. Et c'est un point très important. C'est pour moi le point majeur. Et ensuite, je te parlerai notamment des baux et de comment on l'intègre dans les baux et comment on est protégé. Mais la valeur, c'est très important parce qu'on sort d'un contexte, et c'est un des gros défauts du marché immobilier, il a tendance à s'enflammer. On sort d'un contexte où il y avait énormément d'argent, et entre 2016 et 2021, les prix de l'immobilier étaient selon nous extrêmement chers. Extrêmement chers. Pourquoi? Parce que l'argent valait rien. Et quand l'argent vaut rien, il y a un afflux d'argent massif qui crée de la concurrence. Tout le monde a la même idée au même moment. On parlait de la logistique, de la santé. Et qu'est-ce que ça fait? Ça tire les prix vers le haut et donc les taux de rendement vers le bas. Donc ça s'est vu d'ailleurs sur les SCPI. Le rendement moyen des SCPI il y a 10 ans était supérieur à 5%. Aujourd'hui, il est à peine à 4%. Et le problème, c'est que quand le marché se retourne suite à l'inflation, c'est-à-dire que les taux d'intérêt remontent, là, tu as un vrai sujet. Parce que tu te retrouves avec une moyenne des SCPI qui génère du 4%. Et une inflation, comme tu le disais, alors tu citais la zone euro au-dessus de 6%, mais en France, plutôt autour de 5,5, 5,6, la France étant plutôt le bon élève. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors nous, déjà, chez Quorum, on avait pris une décision en 2016 qui était une décision extrêmement forte, qui consistait en fait à se protéger de ce retournement de marché. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de limiter la collecte. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose d'un peu contre-intuitif. On a dit à nos clients, on est désolé, mais sur certains véhicules, dont Quorum Origine notamment, on va pas lever plus de 300 millions d'euros chaque année. En 2019, je te donne un exemple pour que tu aies un ordre de grandeur, on aurait pu, je pense, collecter plus d'1 milliard d'euros. On en a collecté 350. Parce qu'on considérait qu'à notre niveau, qui est quand même tous les pays de la zone euro, toutes les classes d'actifs, on pouvait investir
350 millions d'euros dans de bonnes conditions, parce que le marché était trop cher. On n'a pas acheté en France, on n'a pas acheté en Allemagne pendant très longtemps. Ce choix-là, à ce moment-là, c'est un choix d'actionnaire qui est difficile à prendre évidemment, mais c'est un choix qu'on peut faire parce qu'on est une société de gestion indépendante. On ne dépend pas d'une banque, on ne dépend pas d'un fonds de private equity, etc. Le capital est détenu à 100% par des gens qui travaillent dans la société aujourd'hui, qui sont opérationnels. Donc c'est plus simple de prendre ce genre de décision. C'est une décision long terme et aujourd'hui, honnêtement, on s'en frotte les mains. Sur le moment, on a eu des clients qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, on s'en frotte les mains. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis de garder une performance qu'on estimait suffisamment haute pour nous protéger d'un retournement de marché et donc de l'inflation. Ça, c'est le premier point. Le risque, c'est que la valeur de tes immeubles baisse. C'est ce qu'on évoquait. C'est de dire, ton immeuble que tu as acheté 3-4% de rendement, ce que nous, on a toujours refusé de faire, aujourd'hui, il ne peut plus valoir ce prix-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu t'endettes entre 3 et 4%. Donc, tu ne peux pas être en négatif. Ce n'est pas possible. Donc, forcément, tu vas avoir un impact sur la valeur de tes biens. Ça, c'est la première chose. Et donc, ce risque de valeur, de décote, il est quand même très important. Alors, je parle pour nous et je ne parle pas pour les autres. On est extrêmement serein. Pourquoi ? Parce que notre stratégie de toutes ces dernières années, ça a été justement de fuir ces prix qu'on considérait trop élevés en allant chercher des prix beaucoup plus bas, soit dans d'autres pays, soit sur des classes d'actifs, comme je l'évoquais, qui étaient moins recherchées. Donc, on est très confort sur nos valeurs, très, très confort, et je pense que on le montrera encore d'ici la fin de l'année. Mais c'est un point très important. Ensuite, il y a un autre risque qui est lié à l'inflation, c'est comment est-ce qu'elle va toucher vos locataires. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart des baux, notamment en Europe, en France aussi, mais tu peux avoir plusieurs typologies de baux, mais en général dépendent justement de l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'indexation. C'est-à-dire que la valeur du loyer, chaque année, est révisée à la hausse en fonction du niveau d'inflation. Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui n'était pas voulu, mais qui est quand même assez intéressant, c'est que comme la France a été plutôt le bon élève de l'inflation en zone euro, puisque tu l'évoquais, tu as des pays qui étaient à plus de 10%, pour un épargnant français qui était investi chez nous et qui avait une inflation autour de 5,5%, il bénéficiait en fait indirectement de l'inflation des autres pays. Donc par exemple, on était assez investi aux Pays-Bas, on a indexé plusieurs baux l'an dernier aux Pays-Bas, en Belgique à plus de 10%. Et ça, notre épargnant français, il en a bénéficié un peu de cette Il y a une espèce d'arbitrage entre inflation des pays qui a été fait en fait. Exactement. Et donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais ensuite, le point essentiel, c'est quelle est la capacité de ton locataire à payer. En fait. À payer. Ouais. Parce que quand tu parles, je ne sais pas, d'une très grosse société, pareil, j'évoquais du CAC 40, si ton locataire c'est Total, ou L'Oréal, ou Capgemini, ou voilà. Oui, avoir 10% de loyer en plus à payer, il va l'absorber, ça va aller, il va te le payer. Mais si ton locataire, c'est un petit commerçant en région, dans un local de 200 mètres carrés, bah, c'est beaucoup trop, il ne pourra pas l'absorber. Donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir un patrimoine résilient avec des locataires de bonne qualité. On revient à ce que j'évoquais pendant le Covid. C'est très important d'analyser la capacité du locataire à payer son loyer aujourd'hui, mais aussi demain, dans quel que soit le contexte. Et ensuite, il faut être intelligent. C'est-à-dire que tu vas avoir pas le même dialogue avec tes locataires en fonction de leur taille, en fonction de leur capacité à payer. Avec certains, ça va être parfois plus intelligent peut-être d'étaler un peu l'indexation et de lui dire en revanche, on renouvelle le bail pour une durée plus longue. À l'inverse, pour d'autres qui sont des grosses sociétés où tu as une grosse visibilité sur la durée du bail, tu vas lui impacter l'indexation à 100%. Et le dernier point qui est absolument essentiel sur l'inflation, c'est comme toutes les crises, il faut essayer d'être, tu as des gagnants et des perdants, et il faut essayer d'être plutôt du côté des gagnants, il faut essayer d'en profiter. Comment est-ce que je dis, et je dis profiter avec attention à ce terme parce qu'il peut être mal interprété, quand je dis profiter, c'est plutôt essayer de bénéficier de certaines opportunités. Puisqu'une crise, ça veut dire aussi des immeubles à vendre, avec parfois des vendeurs relativement pressés, et donc des opportunités de marché. Et quand on a eu un marché, et on l'a beaucoup dit, c'est pour ça qu'on a limité la collecte, qui était très difficile pendant plusieurs années avec de l'immobilier qui était de notre point de vue structurellement trop cher, le marché actuel, c'est une vraie opportunité. Mais pour en bénéficier, il faut avoir de l'argent. Il faut collecter, il faut avoir du cash. Dans le contexte actuel, quand vous êtes vendeur, vous voulez vendre un immeuble par exemple 100 millions d'euros, entre une offre à 100 millions d'euros avec une condition de financement et une offre à 75 millions d'euros cash, vous prenez l'offre à 75 millions d'euros cash. Donc celui qui est capable de la faire, il va faire une très bonne affaire. Parce qu'il sait que cet immeuble structurellement, dans le marché d'hier, il valait plutôt 100-110 millions d'euros. Donc, mais pour en bénéficier, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent dans le contexte actuel, il faut avoir tenu des performances suffisamment hautes dans le temps pour que les épargnants vous fassent confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que
on peut en fait entrer dans une période de cercle que je vais qualifier de très vertueux, où on a de l'argent, où l'immobilier baisse et on va faire de bonnes affaires, comme dans un cercle vraiment vicieux, où on a eu des rendements plutôt bas, on a acheté de l'immobilier très cher dans le passé, on a collecté beaucoup, et ça a été le cas de certains gérants. Et aujourd'hui, on ne collecte plus parce que la performance qu'on a délivrée ne nous permet plus d'intéresser les épargnants. Si le livret A est à 3% aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'épargnant, tu vas aller investir à 3,75 ou 4% en SCPI? Je ne pense pas, ce n'est pas très intéressant. Et là, tu as un risque, c'est que les gens sortent même, c'est-à-dire qu'il y a de la décollecte. Et là, tu as un vrai sujet parce que non seulement tu ne vas pas pouvoir acheter de nouveaux immeubles à des prix décotés, mais tu vas peut-être même être obligé d'en vendre dans un contexte de marché qui n'est pas propice. Donc c'est pour ça que je disais, il y aura des gagnants et des perdants, et il va falloir être agile. Et il va y en avoir qui vont pouvoir créer beaucoup de valeur. À titre personnel, je pense qu'on va créer beaucoup de valeur chez Quorum. Et il y en a qui vont, oui, peut-être un petit peu plus souffrir. Ouais, d'accord. J'aimerais bien rebondir sur juste un petit point qui a été dit. Pour moi, qui a encore un bel avantage, c'est qu'en fait, avec même avec 1000 euros investis, on peut s'exposer à un acteur qui est capable de mettre cash des millions d'euros dans un bien Tout à fait. que justement il n'aurait jamais pu acquérir avec son patrimoine. Donc en fait, ça, c'est encore un des avantages de la SCPI, selon moi. J'aimerais bien voir Et un tu petit peu. peux même le faire pour moins de 1000 euros, puisqu'aujourd'hui on a des Ouais. SCPI où le prix de la part est même inférieur à 300 euros, donc c'est encore plus accessible. C'est combien? C'est 190? Tout à fait. 195? Ouais, aujourd'hui, la part la plus basse, c'est 195 euros. Donc Ouais, tu vois, tu ok. peux t'exposer pour vraiment des montants qui sont assez accessibles. Ouais, très bien. J'aimerais bien avoir ton avis sur la vision du marché, enfin plutôt ta vision sur le marché des SCPI dans le futur. On a parlé un peu de votre stratégie, de comment vous fonctionnez. En 2021, il y a eu presque 8 milliards de collectes, ce qui est énorme par rapport au marché à l'époque. J'ai toujours pas les chiffres pour 2022, je suis désolé. Et peut-être, toi de l'intérieur, comment tu vois ça et comment tu vois les perspectives pour le futur? Est-ce que c'est un marché qui va grossir? Est-ce que ça va devenir un standard? Comment ça se passe? Je pense que la SCPI, ça reste un produit vraiment intéressant et assez moderne finalement, alors qu'on en parle souvent comme une vieille fille. Mais finalement, c'est assez moderne, cette mutualisation. C'est presque quelque chose, une uberisation qui avait été faite il y a très longtemps, puisque c'est un produit qui date des années 80. Je pense que ça va être, dans un premier temps, assez stable. Alors peut-être même que le niveau de collecte, comme tu l'évoquais, il va baisser un peu dans le contexte actuel, mais parce que je pense que les épargnants en général ont une réflexion justement sur leur placement, sur leur argent en ce moment, et ils veulent faire le bon choix, et ça se comprend totalement. Sur le long terme, je pense que c'est un produit qui va être quand même relativement résilient, parce que cette diversification, et je pense que beaucoup de gérants l'ont compris aujourd'hui, c'était beaucoup moins le cas. Je prends notre exemple, quand on a commencé à s'exposer en Europe, on a été assez critiqué, aujourd'hui on voit que tout le monde y vient. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que je pense que vraiment, cette diversification, c'est ce qui protège le mieux d'une crise. Donc je pense que sur le long terme, c'est un produit qui va bien fonctionner, ça va rester un marché assez important. Et finalement, aujourd'hui, quel produit d'épargne te permet d'avoir quelque chose d'aussi stable dans le temps, en fonction de ce que tu choisis, disons 5, 5,5, parfois plus de 6% par an, avec de l'immobilier qui est quand même quelque chose de compréhensible, d'accessible, plus peut-être que d'autres classes d'actifs qui sont parfois moins aisées à comprendre, qui sont moins destinées aux épargnants, aux personnes physiques et plus à des institutionnels. Donc, je pense que la SCPI, elle a un bel avenir devant elle. Il faut que les gérants arrivent à traverser intelligemment la période actuelle. Ça va être très important de bien communiquer aussi auprès des clients, que tout le monde comprenne pourquoi est-ce que cette mutualisation, cette diversification et le choix des locataires et des biens protègent l'épargne des clients. Et puis, il y a autre chose de très important qui est toujours essentiel, quel que soit l'investissement qu'on fait, c'est le timing. Et pour le coup, le timing, il est plutôt intéressant. Parce qu'une SCPI qui continue à collecter aujourd'hui, elle achète dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'elle va avoir des rendements plutôt intéressants. Et ça veut aussi dire qu'elle prépare ses plus-values de demain. Et elle aura la possibilité, dans un marché cyclique qui va, à un moment, de toute façon, se retourner, puisque c'est toujours le cas, ça va prendre plusieurs années, mais on reviendra dans un marché avec des taux d'intérêt qui vont baisser. Je ne sais pas si on reviendra au niveau auquel on était il y a encore un an, mais on ne sera pas au niveau auquel on est aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 4% pour beaucoup pendant 15 ans. Là, effectivement, ça créera à nouveau beaucoup de valeur pour le patrimoine. Donc c'est plutôt un bon moment, un bon point d'entrée sur le marché des SCPI. Ok, très bien.
je crois que c'est le moment de nous dire tes secrets pour sélectionner une bonne SCPI. Est-ce que tu aurais peut-être, j'aimerais bien qu'on parle même un petit peu plus au niveau des chiffres. Est-ce que selon toi, il y a des seuils pour lesquels une SCPI est plutôt risquée, une date de création minime? Est-ce que pour toi, il y a un peu des métriques pour les gens qui nous regardent dans leur sélection des SCPI qui Bah, pourraient je pense que pourraient aider? au vu du contexte, je pense que c'est très important d'avoir un maximum de diversification. Un maximum de diversification, ça veut dire qu'il faut une SCPI qui ait quand même un certain vécu. Euh, je dirais qu'une SCPI qui a plus de 5 ans d'expérience, enfin 5 ans d'existence, qui a traversé par exemple le Covid-19, c'est déjà un bon marqueur, ça Un bon montre stress quand même une test. certaine Ok, résilience, exactement. Il faut une SCPI, je l'évoquais, qui a un certain volume, ce qu'on appelle la capitalisation. En dessous de 500 millions d'euros, il ne faut pas trop se fier justement au rendement. C'est après ce chiffre-là un peu symbolique qu'on arrive vraiment dans le dur de la gestion et qu'on peut voir si le gérant va pouvoir tenir un certain niveau de rendement dans le temps, un certain niveau de taux de distribution. Donc ça, c'est très important. Essayer de voir si c'est une SCPI qui a déjà vendu des immeubles. C'est important aussi. Sa capacité à générer de la plus-value. Parce qu'en fait, réaliser une plus-value, c'est pas juste un contexte de marché. Pour réaliser une plus-value, il faut avoir bien acheté un immeuble. Donc regardez un peu l'historique de la SCPI. Est-ce qu'elle a déjà vendu des immeubles? Est-ce qu'elle a gagné de l'argent en le faisant? Voilà, tout ça, c'est des indicateurs clés pour moi pour se positionner. Et après, j'appliquerai le même principe qu'on applique chez Quorum, c'est-à-dire la diversification. Si vous avez un peu d'argent à placer, vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur la même SCPI. C'est aussi bien d'en avoir 2, 3, 4 avec des stratégies différentes pour justement avoir une exposition un peu plus diversifiée. Ça ne peut que protéger. Petite question, est-ce que vous travaillez aujourd'hui que avec des particuliers ou vous travaillez aussi pour des professionnels? C'est une bonne question. Non, mais c'est une très bonne question dans le contexte actuel, je vais t'expliquer pourquoi. 80 à 90% des SCPI aujourd'hui, elles ont un capital avec beaucoup d'institutionnels qui vont représenter parfois plus de 50% des clients, en fait, de la capitalisation de la SCPI. Nous, on n'en a pas. Alors, on n'a rien contre les institutionnels, au contraire, ça peut nous arriver de travailler avec eux, mais on a fait le choix, au moment du lancement de nos SCPI, de ne pas en prendre. Et ça paraît simple aujourd'hui parce qu'on collecte beaucoup, on a beaucoup de clients qui nous font confiance. Je peux t'assurer qu'en 2013-2014, quand tu as des institutionnels qui viennent taper à ta porte en disant qu'ils peuvent mettre des gros tickets, qu'on est beaucoup plus petit, c'est un tiraillement et tu refuses, mais tu te dis, bon, j'espère que je ne le regretterai pas. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Pourquoi? Un institutionnel, il va, pas de son plein gré, mais du fait qu'il va mettre un ticket en général beaucoup plus gros que le particulier moyen. Nous, le ticket moyen chez nous, c'est 30 000 euros. Un institutionnel en moyenne dans une SCPI, il va mettre entre minimum 10, 15, 20 et parfois 50, 100 millions. Donc en fait, il va générer un problème de liquidité pour le petit porteur, pour l'épargnant classique. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le contexte actuel notamment? L'institutionnel. Les institutionnels, ils sont soumis à des règles très strictes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ne peuvent pas être trop exposés à ce qu'on appelle l'illiquide. Donc l'immobilier, c'est considéré comme quelque chose d'illiquide puisque ce n'est pas une action, tu ne le vends pas en une journée, ça prend un petit peu de temps. Comme la valeur des actions et des obligations a beaucoup baissé l'an dernier, il y a eu beaucoup d'institutionnels qui se sont retrouvés trop investis en immobilier. Et il y en a d'autres qui, au vu du marché, préfèrent récupérer du cash et donc sortent de l'immobilier. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leur part de SCPI, parfois très rapidement. J'évoquais au début, je disais que ça protège, et c'est très important, le fait que la SCPI soit un placement long terme, parce que tu as des épargnants qui sont là sur le long terme, qui sont engagés longtemps, qui payent certes des frais, mais qui, du coup, protègent ta liquidité. Ton institutionnel, lui, il va être capable de sortir au bout de 2 ans s'il considère que le marché lui va plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Imagine que toi, tu as investi 20 000 euros dans une SCPI, et puis aujourd'hui, tu veux sortir pour X raisons, je sais pas, tu te maries, tu achètes un appartement, tu veux récupérer de l'argent. Et là, tu appelles ta société de gestion et la société de gestion va dire désolé monsieur, on ne peut pas vous rembourser parce que là, on a notre plus gros client institutionnel qui vient de sortir 100 millions d'euros de chez nous, donc il va falloir attendre. Et là, tu te retrouves dans un scénario un peu cauchemardesque où toi, en tant que particulier, tu as besoin de ton argent maintenant, mais tu es bloqué. La liquidité des SCPI, c'est pour ça que c'est extrêmement important et que c'est un point essentiel dans le contexte actuel. Nous, on a toujours voulu, on était obsédés par ça, préserver la liquidité de nos clients particuliers. Aujourd'hui, très honnêtement, on a très peu de personnes qui sortent des fonds. Je crois qu'on a un taux de 0,01%, donc c'est très faible. Quand ça arrive,
c'est des accidents de la vie, des divorces, des successions, et qui nous appellent. En général, ils sont remboursés, ils ont l'argent sur leur compte en moins d'une semaine. Et ça, on en fait un point d'honneur, c'est absolument essentiel. Si on avait des institutionnels dans nos SCPI, comme c'est le cas d'une grosse partie du marché, je ne pourrais pas prendre cet engagement-là. Je ne pourrais pas dire vous allez être remboursé en une semaine, c'est certain. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas d'institutionnel. On veut protéger vraiment la liquidité de tous nos porteurs et on considère que tous nos porteurs ont la même valeur, qu'ils aient mis 1 000 € ou même 195 comme tu disais ou 15 millions d'euros. Donc pas d'institutionnel. Ok, très bien. On va te poser une question maintenant peut-être un petit peu plus personnelle. On la pose à tous les intervenants dans toutes les interviews. C'est dans quoi tu investis toi personnellement. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment faire un peu raisonner à tout le monde les choses dans lesquelles les personnes qui interviennent sur nos interviews investissent. Ça peut être bourse, crypto, ça peut être du vin, ça peut être de l'art, ça peut être des montres, n'importe quoi. Dans quoi toi tu investis aujourd'hui personnellement? Alors j'aimerais te répondre le vin parce que je suis un passionné de vin et que j'en achète beaucoup, mais la vérité c'est que j'ai tendance à le boire ou à le garder, mais je le fais pas pour je le fais pas pour le revendre parce que j'aime trop ça et que c'est vraiment une passion. Mais à titre vraiment d'investissement pur, c'est pas très original ce que je veux dire, mais j'applique les mêmes principes que chez Quorum. Je suis assez diversifié. Je suis exposé aux produits Quorum. J'en ai pris un peu. Bon, en même temps, ça me paraît logique que moi j'y crois et que j'en ai. À côté de ça, j'ai un peu d'immobilier en direct. J'ai de l'obligataire où je suis rentré assez récemment parce que je trouve que le point d'entrée est très très bon. On a des fonds obligataires en plus en interne, donc pour nous c'est assez facile d'y avoir accès. Et le contexte, l'obligataire c'est lié au taux d'intérêt, donc avec la remontée des taux, c'est vraiment un marché intéressant. J'ai un petit peu d'actions, mais pas beaucoup, parce que ça reste quelque chose selon moi d'assez volatile et qu'il faut suivre de très près. Donc j'en ai, mais vraiment dans on va dire un volume très raisonnable. Un petit peu de private equity qui s'ouvre un peu aux particuliers aussi. Et voilà. C'est déjà, on sent. Et j'ai pas de crypto, alors je suis pas très moderne sur ça, Okay. j'ai pas de crypto. Artem n'est pas très content derrière la caméra. Ouais. Mais on sent en tout cas la conviction de diversification que tu as, parce que même en tant que particulier, investir à la fois dans le private equity, l'obligataire, l'immobilier en direct, en indirect, c'est quand même quelque chose de très diversifié en tant qu'individu, je trouve déjà. Ouais, je pense que c'est pareil, il y a des cycles, il y a des placements qui ne m'auraient pas forcément intéressé il y a 2 ou 3 ans et qui, avec les changements de marché, deviennent intéressants. C'est un peu la même logique que sur l'immobilier. Il faut un bon point d'entrée et un bon placement, c'est aussi savoir acheter au bon moment, pas forcément être moutonnier et faire ce que tout le monde fait. On parlait des cryptos, je disais que j'en avais pas. À côté de ça, je connais des gens qui ont fait fortune dans les cryptos en y rentrant au bon moment. Je reste persuadé que quel que soit le support d'investissement, le timing est quelque chose d'absolument essentiel. C'est une approche qu'on défend beaucoup chez Quorum, qui n'est pas forcément partagée par tout le marché immobilier, mais sur laquelle nous, on a une très forte conviction. Le timing est très important pour l'entrée et la sortie. C'est comme ça qu'on réussit un bon investissement. Très bien. Merci Philippe. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de fin pour les gens qui nous regardent encore? Bien sûr, je dirais, puisque tu t'évoquais l'audience habituelle que tu as, qui est plutôt des jeunes entre 18 et 35 ans, je suis conscient que dans l'environnement actuel, c'est difficile de faire des choix justement pour placer son argent. Ce que je leur conseillerais, c'est soyez proactifs. C'est pas un moment où il faut laisser son argent dormir, il faut regarder, il faut se poser les bonnes questions et surtout, et c'est le point le plus important, n'hésitez pas, posez des questions, ne pas se laisser entraîner parfois, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, posez des questions, lisez un maximum de choses, essayez de vous renseigner. C'est très important de faire les bons choix. Il n'y a pas d'âge pour la culture financière. Je cite Kylian Mbappé, il n'y a pas d'âge, il ne faut pas parler d'âge. Il faut absolument lire un maximum, se renseigner, poser toutes les questions. S'il y a quelque chose qui vous semble flou, c'est que ce n'est pas clair et n'y allez pas. Et puis suivez votre instinct, c'est important aussi parfois l'instinct quand on se sent en confiance d'y aller. Et à l'inverse, quand on a quelque chose qui nous retient de faire d'être capable de se dire j'arrête là, même si on avait déjà entamé les discussions. Très bien. Merci Philippe. Merci beaucoup.